il y a là 2 portes de sortie, donc merci de les prendre pour sortir, ça sera plus simple. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que ma voix porte suffisamment? C'est bon? J'essaie de parler le plus fort possible. Si ça faiblit, vous me faites signe. Alors, je vais commencer par des remerciements. Merci à vous toutes et à vous tous de votre présence. Mais je voudrais remercier plus particulièrement l'Union bouddhiste de France et tous ses membres qui m'ont fait l'honneur, le plaisir de m'inviter à parler devant vous et dans ces lieux aujourd'hui. Et il y a de l'honneur, du plaisir et un peu d'intimidation aussi, puisque quand même c'est très, très impressionnant de me trouver ici, parmi vous. Alors, je vais me présenter très rapidement et présenter rapidement aussi le thème de cette conférence, de cette rencontre. Donc, je suis médecin psychiatre, je m'appelle Christophe André, je suis médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne. Dans cet hôpital, je travaille dans une unité où depuis très longtemps nous soignons des personnes qui souffrent de ce qu'on appelle des troubles émotionnels, c'est-à-dire des problèmes notamment d'anxiété et de dépression. Et depuis quelques années, nous travaillons plus particulièrement sur une question très importante en matière de troubles émotionnels, c'est la question de la prévention des rechutes, puisque ces problèmes d'émotions déséquilibrées ou douloureuses qu'on rencontre dans l'anxiété ou dans la dépression sont souvent des problèmes qui malheureusement nous accompagnent tout au long de notre vie. Il y a des moments de notre vie où on va très mal, d'autres où on va un peu mieux, d'autres où on replonge. Et c'est un enjeu important que d'aider nos patients à construire de meilleurs équilibres pour se protéger de ces rechutes qui sinon vont survenir tout au long de leur vie. Donc dans ce cadre, on s'est intéressé à tout un tas d'outils de prévention, comme par exemple cette notion dont je vous parlais d'équilibre émotionnel, la notion d'estime de soi aussi, le bon rapport à soi-même. Et depuis quelques années, dans notre unité en tout cas, c'est depuis 2004, donc ça va faire maintenant un peu plus de 8 ans, nous utilisons les techniques de méditation, ces techniques de méditation de pleine conscience dont je vais vous parler aujourd'hui. Et là encore, je vais en profiter pour vraiment vous rappeler à quel point tous les soignants, les médecins, les psychologues qui utilisent ces techniques ont une dette très importante envers la tradition bouddhiste, puisque c'est de cette tradition bouddhiste que sont issues ces techniques psychothérapiques basées sur la pleine conscience. Donc voilà un petit peu pour le cadre, en tout cas le pourquoi de ma présence ici. Quant à la rencontre, donc on va être ensemble jusqu'à 16h50 à peu près, c'est un temps assez long. Durant cette période, nous ferons des petites pauses, soit pour prendre un instant pour méditer ensemble. Donc je ne vais pas me lancer dans des grands exercices de méditation parce qu'il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi ce week-end pour cela, mais pour vous montrer un peu en quoi consistent les exercices que nous proposons à nos patients. On aura aussi des petits moments de questions-réponses. Je pense que ça sera intéressant que certaines et certains d'entre vous puissent poser certaines questions ou témoigner de certaines pratiques, puisqu'il y a parmi vous beaucoup de personnes qui sont très averties de ces approches méditatives. Donc ça sera très intéressant d'échanger nos expériences. Voilà, donc si vous avez besoin de sortir, de bouger, profitez plutôt de ces instants-là, les instants où nous discuterons, ou peut-être un peu moins ceux où nous méditerons, pour le faire. Alors, avant de commencer, ou plutôt pour commencer, je voudrais vous rappeler la manière dont nous concevons, nous, cette histoire de méditation, cette dimension de la méditation. Pour nous, il y a plusieurs points importants. D'abord, ce qu'on appelle méditation, c'est une démarche dans laquelle on va tourner notre attention. On reparlera tout à l'heure de la manière dont on peut définir l'attention. Une démarche dans laquelle on va tourner notre attention vers un certain nombre de variables situées au niveau de notre corps, au niveau de notre esprit, au niveau de notre environnement. Ça, c'est un point très très important. Et la plupart des pratiques et des exercices méditatifs commencent par
une stabilisation de l'attention, puisque la plupart du temps, nous rentrons dans les exercices avec un esprit très dispersé, très affairé. Nous avons eu des tas d'activités et il va nous falloir un certain temps pour que tout ceci puisse décanter en nous. Le second point important, c'est que ces démarches méditatives, en tout cas celles dont je vais parler maintenant, sont des démarches volontaires. Il nous arrive souvent dans nos vies de pouvoir entrer dans des modes de fonctionnement de notre conscience qui ressemblent à des états méditatifs. Par exemple, lorsque nous sommes face aux vagues de la mer ou face aux flammes d'un feu de cheminée, eh bien, très rapidement, nous pouvons sentir que notre esprit se met sur un mode de fonctionnement qui n'est plus tout à fait la veille active, on n'est plus tout à fait en train de réfléchir activement, on n'est pas non plus en train de s'endormir, on est, on pourrait dire quelque chose comme hypnotisé, en tout cas on est dans un fonctionnement cérébral différent. Ça on en reparlera tout à l'heure. Techniquement, on explique ça assez bien, c'est qu'on est confronté à ce qu'on appelle une cible mouvante. Quand on rentre dans le détail de ce qui permet de stabiliser notre attention, on sait que fixer son attention sur une cible mouvante, c'est-à-dire quelque chose qui est toujours là, mais qui est aussi toujours en mouvement, c'est pratiquement ce qu'il y a de plus efficace. Si vous essayez de garder un état méditatif face à une cible immobile, vous savez qu'il y a une tradition zen où on est face à un mur nu et où on s'entraîne à rester des heures ainsi face à ce mur nu, et évidemment c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est beaucoup plus simple quand on débute en tout cas de se mettre face à une cible mouvante, donc les vagues de la mer, les flammes du feu de cheminée. Pour certains c'est se mettre devant la télé, passer des heures comme ça devant la télévision, c'est aussi une cible mouvante. Mais évidemment quand on parle de méditation, de pratique méditative, on ne peut pas être toujours dépendant d'un environnement comme les vagues de l'océan ou les flammes d'un feu de cheminée. Donc on va produire en nous-mêmes, on va chercher en nous-mêmes une forme de cible mouvante, et vous savez comme moi que l'équivalent le plus simple, c'est la respiration. La respiration qui est toujours là, qui va, qui vient. Jamais deux mouvements respiratoires ne sont exactement les mêmes, mais la respiration est toujours à notre disposition. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces états méditatifs dans lesquels nous pouvons sentir que nous glissons dans des environnements privilégiés, on va tenter dans les pratiques méditatives, comme la pleine conscience et toutes les pratiques méditatives en général, de les autoproduire. Et c'est pour ça que lorsque les gens nous disent « oui, mais finalement, est-ce que je ne médite pas quand je regarde la télé, quand j'écoute de la musique, quand je regarde les flammes d'un feu de cheminée ?» On a tendance à leur dire oui, d'une certaine façon, vous êtes dans une forme d'état méditatif, mais c'est trop facile. C'est trop facile parce que l'environnement facilite grandement ça. Ce qu'on souhaite, c'est que vous puissiez aussi atteindre ce type d'état lorsque vous attendez votre autobus, lorsque vous faites la vaisselle, lorsque vous marchez dans la rue ou lorsque vous êtes assis, les yeux fermés, et décider à passer une demi-heure comme ça à observer les mouvements de votre conscience. Donc le deuxième point après la stabilisation de l'attention, c'est que on va travailler de manière intentionnelle à modifier ou à accéder à un certain type de fonctionnement cérébral. Et le troisième point, c'est qu'évidemment, une fois ne suffit pas. Ce qui entraîne des effets dans la pratique méditative, c'est la répétition inlassable, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, et c'est ce qu'on appelle l'entraînement de l'esprit. J'aime beaucoup cette formule d'entraînement de l'esprit qui décrit très exactement de quelle manière on va tenter de se rapprocher des objectifs qu'on peut être amené à poursuivre dans la méditation. Et une comparaison qu'on fait souvent avec nos patients, avec les participants à nos groupes de méditation, c'est de leur dire finalement, si vous souhaitez développer davantage de force musculaire ou davantage de souplesse ou davantage de souffle, de capacité respiratoire, vous savez bien qu'il ne vous suffit pas de le décider. Il va vous falloir faire des exercices de musculation, d'assouplissement, de course à pied ou de vélo ou que sais-je encore. Et la méditation, c'est pareil. Si vous souhaitez développer davantage de stabilité émotionnelle, eh bien, il ne suffit pas de le décider. Il va falloir pratiquer très régulièrement. Il va falloir, comme diraient les financiers, investir dans un nombre d'heures très important de méditation pour pouvoir espérer accéder à davantage de régulation et d'équilibre émotionnel. Et
Je vous en parlerai tout à l'heure parce que c'est très fascinant, mais on voit très bien que chez les grands méditants, en général c'est les moines et les nonnes qui ont derrière eux des milliers d'heures de méditation, le fonctionnement cérébral est modifié dans le bon sens, dans le sens d'une plus grande stabilité émotionnelle, dans le sens d'un plus grand contrôle attentionnel, mais ça n'est dû qu'à cet entraînement extrêmement exigeant, extrêmement régulier, qu'à cet entraînement de l'esprit. Alors, il y a souvent pas mal de malentendus par rapport à la méditation. Quand on en parle autour de nous, alors ces malentendus sont peut-être propres à l'Occident, puisqu'en Orient, la réflexion sur la méditation, évidemment, est tout autre. Mais en Occident, lorsqu'on parle de méditation, souvent les personnes comprennent la méditation comme une démarche intellectuelle. On va réfléchir intensément et intelligemment à des grands sujets comme la vie, la mort, l'au-delà. En réalité, la méditation dont je vous parle, la méditation de pleine conscience, c'est une démarche, au contraire, très corporelle, très physique, où on se sert de manière très intensive de son corps, de ses sensations physiques, du souffle, comme je vous le disais tout à l'heure, mais de l'ensemble de ses sensations physiques, de ses 5 sens, le sentiment de la posture, l'ouïe, le goût parfois. Donc c'est vraiment une démarche absolument physique. Et c'est sans doute d'ailleurs ce qui explique son intérêt et son efficacité en médecine, puisque c'est un des domaines dont je vais vous parler. Le second malentendu, c'est que, évidemment, derrière le mot méditation, il y a une multitude de pratiques. Au sein même des pratiques méditatives, certaines sont centrées sur une focalisation de l'attention. Par exemple, la méditation transcendantale démarre par une focalisation de l'attention, là où d'autres pratiques sont centrées au contraire sur une ouverture attentionnelle maximale, comme la pleine conscience. Certaines pratiques, beaucoup se font immobiles, mais il y a des pratiques qui peuvent se faire en mouvement. Donc, tout ça, c'est un univers extrêmement vaste et un petit peu compliqué, dans lequel on a du mal à s'orienter lorsqu'on est néophyte. Et le troisième point qui pose parfois problème avec ce mot méditation, c'est que souvent on l'entend, encore une fois, c'est au moins le cas pour l'Occident, comme un mot quasi religieux. Je me souviens quand nous avons introduit les pratiques méditatives à l'hôpital Sainte-Anne, moi je travaille dans un service universitaire où il faut quand même introduire des outils qui ont fait leurs preuves, tout le monde avait un petit peu peur de ce qu'on faisait. On se demandait si je n'étais pas devenu fou, si je n'avais pas été recruté par une sorte de secte étrange, etc. Et certains patients avaient peur même lorsqu'on parlait de méditation, à tel point que les 2 premières années, souvent, on leur mentait. On ne parlait pas de méditation, enfin, on leur mentait. On disait c'est un entraînement attentionnel, un entraînement à la régulation émotionnelle. En réalité, on faisait de la méditation de pleine conscience, mais vraiment, ce mot est souvent associé à une pratique religieuse, ça peut être un outil pour approfondir notre pratique religieuse, les instants où nous cultivons notre religion. Je dirais même que c'est quasiment un outil indispensable. Ce matin, je fais le grand écart aujourd'hui, j'étais à la messe de baptême, de communion, d'un de mes petits-neveux. Alors c'était très sympa, il y avait plein de jeunes communiants là, et il y avait un souk épouvantable, quoi. Il y avait 15 gamins de 12-13 ans qui écoutaient absolument pas le curé, qui regardaient leurs parents, qui se donnaient des coups de coude, etc. Et à un moment donné, le pauvre curé leur propose d'accueillir Jésus dans leur cœur. Mais c'était surréaliste parce que ces enfants n'étaient pas du tout n'étaient pas présents à ce qui se passait. Et tout à coup, à ce moment-là, j'ai pensé à cet après-midi, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui est aussi simple que ce à quoi je suis en train d'assister, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'engager dans une pratique religieuse avec l'esprit en vrac, avec une attention complètement dispersée dans tous les coins, avec une absence en fait de recueillement, de présence à ce que je suis en train de faire. J'ai beaucoup plaint ce pauvre curé, je ne suis pas intervenu, ce n'était pas ni le lieu ni le moment, mais ce que je veux dire, c'est que ce dont je vais vous parler une fois de plus, c'est la manière dont on utilise la méditation en psychologie, en médecine, mais et là, on en a fait un outil laïcisé, parce que ce n'est pas le lieu de parler de religion, mais bien évidemment, la méditation reste un moyen d'accès très très puissant
par rapport à toutes nos convictions religieuses et par rapport à l'univers de notre religion, quelle qu'elle soit. Mais elle est aussi un outil extrêmement intéressant en matière de philosophie, d'approfondissement. C'est vrai qu'on peut beaucoup mieux réfléchir sur un sujet donné lorsqu'on a au préalable apaisé son esprit, lorsqu'on lui a laissé le temps de se poser, de décanter. Et puis évidemment, c'est un outil extrêmement précieux en psychologie et en médecine. Il y a un paradoxe en matière de méditation qui me gênait beaucoup au début, lorsque j'ai commencé à être formé et à rentrer dans cet univers. C'est ce qui est souvent exigé par les maîtres ou les formateurs qui disent « il ne faut rien attendre ». Quand tu médites, n'attends rien, n'espère rien, ne vise rien, contente-toi juste d'être là et de te rendre présent à tout ce qui va passer. Mais n'espère pas faire le vide dans ton esprit, n'espère pas que ça te calme, que ça t'apaise, que ça t'éclaire, que ça te donne une illumination. Renonce à tous ces trucs-là. Et là, évidemment, c'est très compliqué parce que la plupart d'entre nous dans cette salle, nous sommes des Occidentaux et depuis que nous sommes tout petits, nous sommes biberonnés, nous sommes nourris avec l'idée qu'on fait les choses, en général, dans la vie, pour obtenir un résultat. On ne fait pas les choses, rarement des choses gratuitement. Quand je fais quelque chose, c'est parce que j'en attends autre chose. Et moi, quand on me disait « Vas-y, Christophe, ferme les yeux, centre-toi sur ta respiration, puis surtout n'espère rien », je faisais semblant de rien espérer, mais j'espérais quand même que ça allait m'apaiser, me détendre, me rendre plus intelligent, plus serein. Et ce truc-là m'a fait perdre pas mal de temps, parce qu'en réalité, effectivement, ce détour de tout lâcher, de ne rien attendre, et puis de voir ce qui va émerger ou ne pas émerger, bien souvent il n'y a rien qui sort, c'est pour vraiment l'accepter très sincèrement, authentiquement, au fond de soi, et pas juste faire semblant de rien espérer, mais espérer quand même, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de séances avant de le piger, j'allais dire presque viscéralement. Et alors évidemment, on dit ça à nos participants au groupe, et on voit bien leurs têtes qui font « oui, oui, mais moi je suis quand même venu sur ce groupe pour me libérer de mon stress, de mon angoisse, de ma dépression, donc je vais quand même m'accrocher à ces objectifs-là ». Et on sait que là aussi, c'est quelque chose qui est inévitable. Il va falloir qu'on comprenne que finalement, cette poursuite d'objectifs, du moins, soit il va falloir qu'on y renonce, soit qu'on la repense sur un très très long terme, sur des cycles de retour sur investissement, comme on dit, beaucoup plus longs que ce à quoi nous habitue notre époque, où finalement on est devenu des grands impatients, très impatients dès qu'on se branche sur notre boîte mail, que tout arrive, qu'on ne mette pas des minutes ou des dizaines de minutes à télécharger ce qu'on veut voir ou recevoir, et des grands impatients par rapport aux bénéfices, notamment de la méditation, de tout ce qu'on peut faire pour améliorer notre bien-être. Et j'aime beaucoup, moi, toutes les petites histoires qui foisonnent dans les traditions méditatives, qu'elles soient orientales ou occidentales, pour rappeler justement aux élèves, aux étudiants, les vertus de la patience et la nécessité de la patience. Alors il y en a deux, vous devez les connaître, mais je ne résiste pas au plaisir de vous les rappeler. La première, c'est un élève qui demande à son maître, ça c'est dans la tradition zen, maître, combien de temps il va me falloir pour vraiment bien méditer, vraiment être au point. Alors le maître observe longtemps de silence et puis au bout de quelques minutes, il lui dit 5 ans. Alors l'élève trouve que c'est vraiment long, donc il n'ose pas le dire comme ça. Et si je médite beaucoup, jour et nuit, si vraiment je mets les bouchées doubles, combien de temps ? Le maître, pareil, prend de longues minutes de silence et puis il dit 10 ans. Et j'aime beaucoup ce message qui est qu'on ne peut pas forcer les choses. C'est juste, il faut faire et voir. Mais on a la même chose dans la méditation chrétienne. Il y a une belle citation aussi de saint François de Sales qui dit la chose suivante. Il dit « Une demi-heure de méditation est essentielle chaque jour, sauf quand on a une vie très occupé. Dans ce cas, il faut 1 heure. »
Et ça aussi, moi j'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'un des grands obstacles à la pratique régulière de la méditation, c'est pas sa difficulté. En tout cas, la méditation qu'on propose, nous, c'est de la pleine conscience et vous allez voir à quel point c'est simple. Donc le problème n'est pas du tout dans la technique, il est dans l'engagement et la régularité. Alors, un autre point également pour préciser un petit peu cet univers de la méditation. Alors, je m'excuse, je sais que parmi vous, vous êtes tous de provenance très variée. Il y en a qui sont vraiment des experts en matière méditative, d'autres qui viennent juste découvrir un peu cet univers. Donc, il y a peut-être des points que je suis en train de vous expliquer, que vous connaissez par cœur pour certains d'entre vous. Je suis désolé. Mais j'essaie quand même de préciser ce qui me semble être les questions les plus fréquemment abordées et posées. Une question qu'on nous pose souvent aussi lorsqu'on vient parler de méditation, on est souvent invité dans des services hospitaliers qui nous disent venez nous raconter ce que vous faites chez vous, dans votre hôpital, ou on est invité à donner des conférences. Donc là, face à des publics qui ne connaissent pas cet univers, alors les gens nous écoutent poliment, puis au bout d'un moment, ils nous disent oui, mais c'est pareil. Nous, ça fait des années qu'on fait dans le service de la relaxation, de l'hypnose, c'est la même chose finalement. Alors, il y a effectivement tout un tas de pratiques qui comportent beaucoup de points communs avec les pratiques méditatives et les pratiques de pleine conscience notamment. Et c'est vrai que la relaxation, quand vous prenez par exemple la méthode la plus classique de relaxation qui est le training autogène de Schultz, qui comporte tout un tas de paliers, tout un apprentissage qui peut être assez long, assez approfondi, on voit très bien que dans les dernières étapes de l'apprentissage de ce training autogène, il y a tout un travail sur les états de conscience qui ressemble finalement d'une certaine façon à ce qu'on fait en matière de pratique méditative. Même si il est clair que dans la méditation, on cherche à provoquer un état de détente, c'est un objectif avoué et assumé, ce qui n'est pas le cas, comme je vous le disais tout à l'heure, des pratiques méditatives. Dans le yoga également, le yoga donc c'est plutôt centré sur le travail postural ou respiratoire, mais très clairement, il y a des traditions au sein du yoga ou des exercices qui sont très clairement tournés vers un travail sur l'état de conscience, donc il y a des superpositions avec les pratiques méditatives. Il y a une vieille méthode qui était en train d'être un peu oubliée, puis qui reprend un petit coup de neuf grâce aux travaux sur la méditation, c'est la méthode Vitoz. Peut-être parmi vous des personnes qui ont suivi cette méthode ou qui en sont des praticiens, des thérapeutes. Et Vitoz, c'est un médecin suisse du début du XXe siècle qui avait eu l'intuition, effectivement, qu'un certain nombre d'exercices qui consistaient à centrer sa conscience sur des sensations corporelles, sur des exercices avec le toucher, avec le ressenti, avec la posture, avaient un effet apaisant sur un certain nombre de nos inquiétudes ou de nos états d'âme douloureux. Donc il y a comme ça tout un tas d'éléments, de démarches très proches. On peut considérer que dans la prière, il y a, lorsqu'on prie de manière très régulière, très intense, et un peu comme je le disais tout à l'heure, très entière, dans un état d'esprit apaisé, tout entier tourné vers la prière, il y a quelque chose de très proche qui se passe dans notre esprit. Donc tout ça, ce sont des univers avec lesquels on peut faire des rapprochements par rapport à la méditation. Mais pour autant, cette méditation reste une démarche tout de même très spécifique. Alors, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, je vais vous parler surtout de ce qu'on appelle la pleine conscience. La méditation de pleine conscience, donc d'abord effectivement, c'est emprunté à l'univers bouddhiste. Par exemple, celui qui a le mieux conceptualisé ça pour les Occidentaux, et sans doute qui était le premier à le conceptualiser de la manière la plus claire, la plus pédagogique, c'est évidemment Thich Nhat Hanh, donc il y a plusieurs moines et nonnes du village des Pruniers dans l'assistance aujourd'hui, et Thich Nhat Hanh a écrit plusieurs livres sur cette approche de pleine conscience. Mais celle que nous pratiquons, celle que nous utilisons dans le monde de la médecine et de la psychologie aujourd'hui, c'est une approche basée sur la pleine conscience qui a été conceptualisée par un biologiste nord-américain qui s'appelle John Kabat-Zinn, qui a eu dans les années 70-80 l'intuition que ces approches méditatives, d'inspiration bouddhiste,
bouddhiste tout simplement, basé sur la pleine conscience, pouvait être d'un très très grand secours à des personnes présentant tout un tas de maladies et tout un tas de détresse. Donc il a codifié, il a laïcisé, il a organisé ces approches pour en faire des outils d'aide aux soins dans le monde médical et psychologique. Alors ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est la qualité, la nature de notre conscience qui arrive lorsque nous tournons notre attention vers l'instant présent, ce qui se passe ici et maintenant, seconde après seconde, en nous débarrassant d'un certain nombre de filtres, en nous débarrassant d'un certain nombre de distorsions possibles. Donc, on se tourne vers l'instant présent, sans attente, sans chercher à faire le vide ou à se sentir bien, ou sans rien chercher du tout, juste en prenant tout ce qui est là, sans filtre, en cherchant à ne pas rejeter ce qui est désagréable et accepter uniquement ce qui est agréable. Et j'allais dire sans jugement, sans juger si ce que nous faisons est bien ou mal, ou en tout cas, c'est pratiquement impossible de ne pas avoir de jugement, en étant parfaitement conscient que ce sont des jugements. Donc l'exemple classique qu'on donne aux participants, à nos groupes, c'est l'exemple des séances de méditation difficiles, ce qu'on a tendance, quand on débute, à appeler des séances complètement ratées. C'est-à-dire, dans ma vie en ce moment, j'ai plein de soucis, donc je me dis, tiens, tu vas méditer un coup, ça va te calmer. Déjà, il ne faut pas faire comme ça, vous avez compris, il ne faut pas attendre quelque chose de spécial, mais bon, on y va quand même. Et on s'assied, et là, évidemment, on trouve l'inverse de ce qu'on cherchait. On pensait qu'en s'asseyant, respirant, gardant sa posture, etc., on allait faire un peu le vide, s'apaiser, se calmer. Et c'est encore pire que quand on était devant Internet ou en train de lire ou en train de bavarder. Il y a une sorte d'effet rebond de nos angoisses, de nos inquiétudes. Et puis on se met à penser à tout ce qu'on a à faire, etc. Et à ce moment-là, évidemment, le jugement est pratiquement impossible à empêcher, à entraver. Le jugement de valeur qui est de dire « Non, c'est nul, là, j'y arrive pas du tout, c'est une très mauvaise séance, ça marche pas du tout ». Ça, je ne peux pas empêcher cette pensée, ce jugement d'exister. Par contre, je peux m'apercevoir dans l'instant, si je suis vraiment attentif à tout ce qui se passe en moi, que c'est un jugement. Et que si je suis ce jugement, si je lui obéis, je sors de la pleine conscience, je retombe dans mes automatismes habituels, qui sont de juger et puis de courir après mes jugements. Et si je me dis, ok, effectivement, c'est une séance qui ne se passe pas comme dans les livres, très clairement. Ton esprit continue d'être dispersé, tu continues d'avoir mal au dos, mal aux dents, d'être en colère, etc. Mais reste avec ça, continue avec ça et regarde ce que ça donne. Là, je suis revenu dans, effectivement, cette pleine conscience qui est de prendre ce qui est là, seconde après seconde, en étant sans arrêt attiré, aspiré par les pièges du bavardage de l'esprit, du jugement, de l'impulsion à agir, à faire autre chose, de plus urgent, de moins important. Mais je reviens systématiquement dans le fait que j'ai choisi de faire l'exercice, je reste dans l'exercice, même s'il me semble se passer de manière plutôt chaotique. Ça, c'est une grande différence, par exemple, avec la relaxation qu'on explique beaucoup à nos participants, de leur dire... La relaxation, la méditation, il y a beaucoup de séances de méditation qui ne se passent absolument pas comme on l'avait prévu. Et en général, c'est souvent celles-là qui sont les plus intéressantes, qui sont les plus pédagogiques, pour tout un tas de raisons, et notamment pour cette raison majeure qui est qu'elles vont nous apprendre à réagir différemment à ce qui est difficile, à ce qui est compliqué, à ce qui est douloureux. Nous savons tous intellectuellement que lorsqu'on est confronté à une difficulté, c'est bien de garder son calme et de continuer à réfléchir aux moyens de la résoudre. Et que c'est moins bien ou moins intéressant, en tout cas c'est moins intéressant si on fait toujours ça, dès qu'il y a une difficulté, abandonner ou nous énerver. Ça, on le sait intellectuellement. Ce que nous permet la méditation de pleine conscience, c'est d'y être confronté en vrai, de faire vraiment un exercice
où on est confronté à un truc difficile, où on se sent en échec. Je voulais méditer pour m'apaiser et je m'aperçois qu'en fait, ben non, c'est pas de l'apaisement qui arrive, c'est plutôt de la tension, du désordre, du tumulte. Et mon réflexe, c'est de faire comme dans, j'allais dire, la vraie vie, en tout cas la vie non méditative, même s'il ne faut pas faire ce genre de séparation, mais mon réflexe, c'est de faire comme d'habitude, c'est dur, donc je laisse tomber, je ferai ça plus tard. Alors que j'ai une occasion de me dire, reste avec ce qui est difficile, reste avec ce qui est décevant, reste avec ce qui ne ressemble pas à ce que tu voudrais qu'il soit là, et continue de respirer, continue de ressentir ton corps, et continue de voir de quelle manière cette histoire-là va évoluer. Et on parle souvent du laboratoire de la pleine conscience, de ces moments de pleine conscience comme des moments où on fait des expériences qu'on ne prend pas le temps en général de faire dans la vraie vie. Entre guillemets, une fois de plus, la vraie vie. Bon, vous avez compris. Et ça, c'est très très important, et ça, c'est palpable notamment dans les moments où ces séances sont difficiles. Vraiment, on insiste énormément pour dire ces séances compliquées, difficiles, sont extrêmement précieuses. Prenez le temps de voir tout ce qui se passe en vous à ce moment-là et vers quoi ça vous pousse. Souvent, c'est l'interruption de l'exercice ou la désolation, etc. Alors, on va faire un petit exercice, si vous voulez bien. Je vous ai dit qu'on ferait 2 ou 3 petits exercices de pleine conscience. Je vais juste vous expliquer 2 points de théorie qu'on explique à nos participants, puisqu'on est, nous, on est des thérapeutes, des soignants, donc on est dans ce qu'on appelle des démarches psycho-éducatives. On aime bien que les participants à nos groupes comprennent un petit peu pourquoi on leur fait faire tel exercice, comment ça marche, etc. Ce qu'on leur dit, c'est la chose suivante. On leur dit, il y a un outil évidemment capital dans la pleine conscience, c'est cette notion d'attention. L'attention, c'est un petit peu comme le faisceau d'une lampe de poche qui éclaire dans le noir, qui nous permet de focaliser la lumière sur un point précis et de voir ce qu'il y a à cet endroit-là. Il y a plusieurs sortes d'attention. En tout cas, l'attention a différentes qualités. Vous pouvez avoir un faisceau attentionnel ou une nature d'attention très étroite, très focalisée. Quand nous sommes très concentrés sur quelque chose, nous sommes captivés par un film ou par un problème que nous sommes en train de résoudre ou par une discussion. Et là, nous ne faisons plus attention à tout ce qu'il y a autour. Ça, c'est le mouvement naturel de l'attention. L'attention, par essence, c'est un mouvement qui va écarter un certain nombre de données pour se focaliser sur les données qu'on a choisies, sur des éléments qu'on a choisis. L'attention, c'est un mouvement sélectif. Mais on sait aussi qu'on peut ouvrir tout doucement notre champ attentionnel. Par exemple, là, vous êtes en train, pour la majorité d'entre vous, vous me regardez, mais vous pouvez regarder ailleurs, ce n'est pas un problème. En tout cas, prenez conscience de ce que vous êtes en train de regarder. Et puis, vous pouvez vous apercevoir que tout en continuant de regarder ce que vous regardez, vous voyez tout autour, dans votre champ visuel périphérique, tout un tas d'autres choses. Et sans bouger les yeux, vous apercevez qu'il y a en fait tout un tas de données sur lesquelles vous ne fixez pas forcément votre attention, mais qui sont présentes. Et s'il y avait un grand mouvement qui se produirait, vous mettriez à poser votre attention sur cet autre domaine. Donc, notre attention peut être très focalisée ou très ouverte. Et puis, il y a une deuxième dimension dans notre attention, c'est qu'elle peut être soit analytique, soit immergée. Vous pouvez faire très attention à quelque chose en étant en train d'y réfléchir, de le décomposer. Par exemple, si vous essayez de régler un problème de mathématiques ou d'écrire une lettre à quelqu'un de très susceptible en vous disant « Voyons, est-ce qu'il faut que j'utilise cette formule? Non, ça va le vexer, il vaut mieux que j'utilise celle-là. » Donc là, vous êtes focalisé sur la lettre de manière très très réflexive. Et puis il y a d'autres moments où vous pouvez aussi faire très attention à quelque chose, mais sans penser, sans réfléchir. Par exemple, si vous descendez une piste à ski, si vous êtes un bon skieur, vous faites très attention quand même à ce que vous faites, sinon vous allez tomber, mais vous ne pensez pas la descente, vous ne pensez pas fléchis à droite, fléchis à gauche. Votre corps le fait pour vous, vous êtes immergé dans la situation.
En gros, et pour faire simple, chaque fois que nous partons d'un état d'attention focalisé et analytique, l'exemple le plus typique, c'est quand nous réfléchissons ou quand nous ruminons, quand nous sommes absorbés par un souci. Notre attention est focalisée sur ce souci et elle est dans le verbal, dans le mental, dans l'analyse stérile, si c'est une rumination du souci. Si vous arrivez, et c'est ce qu'on cherche dans les exercices de pleine conscience, à partir de cette attention focalisée analytique pour ouvrir petit à petit la focale attentionnelle et basculer d'une attention analytique à une attention immergée, où vous ne vous servez plus des mots mais juste des ressentis, juste de la présence, alors vous êtes en train de passer sur un mode de pleine conscience. Et au fond, on peut voir tous les exercices qu'on demande aux participants à nos groupes de pleine conscience de faire comme des exercices d'assouplissement et d'élargissement de leur capacité attentionnelle, puisque notre vie, la plupart des séquences de notre vie contemporaine font qu'on est très souvent sur un mode attentionnel étroit et analytique. On est très souvent en train de focaliser notre attention sur le film qu'on regarde, sur le travail qu'on accomplit, sur les soucis qu'on est en train de se faire, et on passe comme ça d'un objet d'attention à un autre. Et ce que nous propose la pleine conscience, c'est d'ouvrir très régulièrement dans nos journées des espaces où on ouvre la focale attentionnelle et où on lâche le fonctionnement analytique pour être sur un fonctionnement immergé. Alors, on va faire, si vous voulez bien, un petit exercice de quelques minutes de pleine conscience. Donc, une fois de plus, je m'excuse à l'avance pour celles et ceux qui sont des grands méditants pour la simplicité de ce qu'on va faire, mais voilà. Après tout, ça nous fait toujours du bien de réviser, j'allais dire. Donc, je vous propose de prendre la posture qui est la plus confortable pour vous. Vous savez qu'en général, on recommande une posture qui soit droite et digne, mais sans raideur. Donc, je laisse chacune et chacun choisir cette posture la plus confortable. On peut bouger pendant les exercices de pleine conscience. Si tout à coup votre nez se met à vous gratter terriblement, ou si vous avez une crampe épouvantable, bien sûr qu'il vaut mieux bouger en restant dans l'exercice plutôt que de quitter l'exercice en se disant « c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux ». L'idée, c'est que vous pouvez bouger, vous pouvez remuer, il n'y a pas de souci. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder mi-clos, là aussi, ça n'a pas d'importance pour le type d'exercice qu'on va faire. Et je vous propose de commencer par poser votre attention sur vos mouvements respiratoires, sur votre souffle, on en parlait tout à l'heure. Donc nous allons prendre quelques instants pour observer, sans chercher à modifier, la manière dont notre souffle va et vient. Prenons le temps d'observer le mouvement de l'air un peu plus frais qui entre dans notre bouche, dans notre nez, notre gorge, et l'air un peu plus tiède qui ressort. Le temps d'observer les mouvements de notre poitrine et de notre ventre qui se produisent à chaque mouvement de notre souffle.
nous prenons le temps d'observer ces instants où l'inspiration se suspend et se transforme en expiration. Et les instants où l'expiration se termine et se transforme en inspiration. Alors en général, nous commençons toujours nos exercices de cette manière en stabilisant notre attention autour des mouvements respiratoires, autour du souffle. Et puis peu à peu, on va élargir doucement notre champ attentionnel et donc tout en continuant d'être présent au mouvement de notre souffle, nous allons aussi ouvrir un peu plus notre attention pour ressentir ce qui se passe en ce moment aussi, seconde après seconde, dans notre corps. Pour observer la manière dont nous habitons notre posture, prendre conscience de cette posture, pour ressentir les zones d'appui de notre corps, selon la manière dont nous sommes assis, les pieds, les jambes, les fesses. L'idée de ces exercices, ce n'est pas de réfléchir à tout ça, mais de le ressentir. Je ne réfléchis pas à mes pieds, à mes jambes, à mes fesses. Je ressens tout ce qui se passe dans ces parties de mon corps. Tout en continuant d'être bien présent au mouvement de mon souffle, présent à ces sensations corporelles, je peux aussi observer ce qui se passe dans tout mon corps à chaque inspiration et à chaque expiration. Est-ce que, lorsque j'inspire, je ressens des sensations particulières dans mon corps ? Est-ce que lorsque j'expire, d'autres sensations apparaissent ou non? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent? Conscience de ma respiration et de mon souffle. Conscience de mon corps, et je continue d'ouvrir encore un peu plus mon attention en observant de quelle manière j'accueille à mon esprit les sons qui arrivent à mes oreilles. Je prends d'abord conscience de ce bain sonore dans lequel je suis immergé.
conscience aussi peut-être des pensées que ces sons peuvent provoquer à mon esprit. Des jugements, je peux juger certains sons agréables, d'autres désagréables. Et du mieux que je peux, je garde mon esprit aussi largement ouvert que possible à la présence de mon souffle qui va et vient, à la conscience de mon corps, à l'accueil de tous les sons qui arrivent à mes oreilles. Chaque fois que je note que mon esprit a quitté l'exercice, ce qui est la règle, en général, notre esprit bavarde et produit beaucoup de pensées, et donc je vais suivre ces pensées. Chaque fois que je note que mon esprit a quitté l'exercice, a suivi certaines pensées, tranquillement, je reviens à la conscience de mon souffle, de mon corps, des sons. Et en général, je vais faire ça 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Et beaucoup d'exercices consistent en réalité à inlassablement ramener notre pensée vers la conscience de l'instant présent et la conscience de notre corps dans l'instant présent. Souffle, sensations corporelles, son. Et vous comprenez aussi pourquoi on insiste beaucoup dans les pratiques de pleine conscience sur la notion de douceur avec soi-même, d'amitié avec soi-même, parce que on va passer des heures et des heures comme ça à voir notre esprit quitter l'exercice, à le ramener, il repart, on le ramène. Et c'est très important de se dire que c'est totalement normal, absolument normal. C'est pas un échec, c'est pas quoi que ce soit de problématique, c'est vraiment logique que ça se passe comme ça. Voilà, avant d'arrêter notre exercice, on va rester encore un tout petit moment dans la conscience de notre souffle, la conscience de notre corps et la conscience de notre environnement sonore. Je vous propose, alors moi je resterai bien des heures comme ça avec vous en pleine conscience, je vous propose de sortir doucement de l'exercice
Et si vous voulez bien, on peut peut-être faire une première petite séquence de discussion, de questions, de témoignages, de remarques, à partir de ces premiers points qu'on vient d'effleurer, ou d'aborder, ou d'évoquer. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient soit poser une question, soit porter un témoignage ou un complément, une clarification, soit parler de leur ressenti pendant l'exercice? Ah oui, essayez de parler très fort, comme on n'a pas de micro. Très très important. Tout le monde a entendu ou je répète peut-être? Je vais répéter la question au micro. La question porte sur quelque chose de très concret. On va en parler plus longuement maintenant. Ce sont les personnes qui ne peuvent pas faire ce genre d'exercice parce que, comme elles sont très anxieuses, chaque fois que leur attention n'est plus fixée sur l'extérieur, n'est plus distraite par un support extérieur et que leur attention retourne vers le corps, ça déclenche des sentiments d'angoisse et de panique. Alors les personnes qui ont ça, nous dans notre jargon, en psychologie, en psychiatrie, on a tendance à dire que ce sont des personnes qui souvent souffrent d'un trouble anxieux qui s'appelle le trouble panique, qui est une sorte de phobie interoceptive. Phobie, c'est une peur très forte, et interoceptive, c'est les sensations qui ont lieu à l'intérieur de mon corps. Et effectivement, beaucoup de personnes n'aiment pas sentir leur cœur qui bat, n'aiment pas prendre conscience de leur mouvement respiratoire parce que tout à coup ça les étonne. Elles se disent, punaise, mais et si mon cœur s'arrêtait de battre comme ça pendant que je dors, ou si tout à coup je m'arrêtais de respirer, ou si je ne pouvais plus respirer. Et là elles partent, elles focalisent tout à coup leur attention sur une idée inquiétante, il n'y a plus que ça. Et elles font ce qu'on appelle une attaque de panique. L'angoisse monte, et elles commencent à perdre totalement le contrôle. Typiquement, ce genre de patient, on ne peut pas leur faire ce genre d'exercice. En tout cas, il ne faut pas commencer comme ça. Et alors que paradoxalement, c'est des gens comme ça qui pourraient en tirer le plus grand bénéfice. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que toute leur vie, dans leur vie en général, les gens qui ont ce type d'angoisse, ils font tout pour avoir leur attention hors d'eux-mêmes. Ils sont toujours en train d'écouter de la musique, de lire des journaux, d'occuper leur esprit. Il faut qu'il y ait du tumulte, de l'agitation à l'extérieur pour que leur attention ne se retourne pas sur eux. Et si ils sont dans le silence ou dans la solitude, alors ils prennent conscience qu'ils sont vivants. Et quand on prend conscience qu'on est vivant, on prend conscience qu'après la vie, il y a la mort. Et ils se disent, ça c'est pour quand? Et si c'était pour tout de suite? Et c'est parti. Donc ce mouvement de notre conscience, effectivement, il peut être très angoissant. Alors sur quoi on peut leur demander de s'entraîner? On va leur expliquer tout ce que je viens de vous expliquer et leur demander, dans un premier temps, soit de plutôt se centrer sur leurs sensations corporelles ou sur les sons ou sur des stimuli visuels, regarder quelque chose tranquillement en restant attentif, parce que souvent ce sont des personnes qui ont une instabilité attentionnelle totale, qui ne savent pas rester en place face à quelque chose autrement qu'en étant captivées. Et alors il faut qu'il y ait vraiment un truc comme un jeu vidéo ou un film passionnant, et là elles oublient totalement de penser à elles-mêmes, elles sont uniquement dans l'objet attentionnel, mais ce qu'elles ont du mal à faire, c'est être à la fois dans la situation et dans leur corps, avec la conscience qu'elles sont dans la situation, que leur corps est présent. Donc soit on leur demande de se concentrer plutôt sur les sensations physiques, sur les sons, sur des stimulations visuelles, soit on leur fait faire quand même les exercices de prise de conscience des mouvements respiratoires, mais avec nous. Et on ne leur demande pas de le faire chez eux tout seuls, mais au début, seulement avec nous, seulement sur des durées brèves, et peu à peu on augmente. Alors, voilà, je réponds
à votre question de manière un peu brève, il y aurait sans doute beaucoup plus à en dire. Est-ce qu'il y a une autre question, un autre témoignage? Alors, vous avez levé la main, allez-y. Je suis désolé, j'entends pas très bien. Je comprends. Ah voilà, rapprochez-vous, c'est gentil. Bonjour, honorée de pouvoir vous parler. Une question par rapport au fait que depuis que vous avez mis en place cette technique de méditation dans votre service en 2004, est-ce que vous avez modifié complètement les prises en charge de vos patients dans votre service? C'est-à-dire, je pense qu'au départ, dans votre service, vous pratiquiez une psychiatrie, entre guillemets, plutôt prescriptive, médicamenteuse. Et est-ce que ça a modifié complètement vos prises en charge et aussi l'attitude de vos collègues par rapport à votre propre prise en charge dans le service de Sainte-Anne? Alors, plusieurs questions. Oui, Merci. non, mais c'est important. Très honnêtement, non. Pas pour l'ensemble du service. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on en est au tout début. C'est-à-dire, ce qui est vraiment en train de changer, c'est que la méditation prend place dans l'univers de la médecine, et pour les raisons dont je vais vous parler tout à l'heure, parce qu'on a des données médicales extraordinaires sur les bénéfices. Par contre, ça reste une pratique marginale, très forte médiatiquement et symboliquement, très passionnante pour nos collègues qui viennent régulièrement se former. Nous, sur tous les groupes de patients qu'on anime dans le service, on a systématiquement 3-4 collègues invités qui viennent voir ce qui se passe, qui viennent aussi parce qu'ils sont un peu stressés, un peu anxieux. Donc il y a une vraie curiosité. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de vague, de raz-de-marée qui change radicalement notre façon de soigner dans tout l'hôpital, même dans tout le service, puisque c'est vraiment un petit bout de notre service qui fait ça. Par contre, ce qu'on voit très clairement, en tout cas moi, ce que je vois pour moi et ce que je vois pour les collègues qui pratiquent, c'est qu'à partir du moment où on a intégré la méditation de pleine conscience dans sa vie personnelle et aussi dans sa pratique de soignant, ça modifie considérablement l'écoute qu'on a avec nos patients, le rapport qu'on a avec eux. Là, ça change beaucoup de choses. Là, ça change énormément de choses et du coup, on ne pratique plus les soins comme on les pratiquait auparavant. On est vraiment, je pense, dans une qualité d'écoute, d'alliance thérapeutique radicalement différente. Je pense effectivement que ça nous conduit... Alors moi, c'est une évolution dans mon cas, mais ça n'a pas été étudié de manière très stricte, à avoir moins facilement recours aux médicaments. On est beaucoup plus bio quand on utilise la méditation dans notre approche, mais on continue de le proposer parfois. Et vraiment, quelle que soit la démarche thérapeutique sur laquelle on s'appuie, qu'on soit psychanalyste ou comportementaliste ou que sais-je encore, puisque vous savez, dans la psychothérapie, il y a beaucoup de courants très variés, je pense qu'on l'habite et qu'on la propose très très différemment. Donc c'est vraiment un changement qui se passe à un niveau individuel qui est très fort et très net. Pour l'instant, ça n'a pas radicalement changé les manières de soigner à l'hôpital, mais ça pourrait bien être le cas parce que je vois qu'on a de plus en plus de collègues qui sont en train d'introduire ça dans leur service, et à mon avis, ça fait de nous des meilleurs soignants, très très probablement. Alors, ce que je vous propose justement, c'est de vous raconter, de vous dire un peu comment ça se passe concrètement. Concrètement, dans le monde donc, de la psychologie et de la médecine, on a ce pionnier qui s'appelle Jon Kabat-Zinn qui a construit une méthode de soins basée sur la pleine conscience. Alors, on utilise, nous, dans notre jargon, l'acronyme MBSR, c'est l'acronyme des termes anglais, Mindfulness Based Stress Reduction, ça veut dire réduction du stress basée sur la pleine conscience. Et il y a aussi une autre méthode de soins très proche qui s'appelle MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce qu'on appelle en psychothérapie des protocoles de soins. C'est-à-dire, c'est très codifié. Quand vous vous formez à ces méthodes, on vous apprend qu'il y a 8 séances de 2h30. À la première séance, vous faites tel et tel exercice, vous proposez telle et telle plage du CD
à faire à domicile jusqu'à la deuxième séance. Enfin, tout ça est assez codifié. Bon, bien sûr, on n'est pas obligé de respecter à la virgule près, mais quand même, c'est un cadre et qui est important parce qu'il nous permet de comparer nos résultats avec ceux d'équipes canadiennes, québécoises, japonaises, allemandes, etc., etc. Donc, en gros, ces approches se font la plupart du temps sous forme de groupe, de 2h30. Il y a 8 séances, donc ça va assez vite, c'est sur 2 mois, dans lesquels on va apprendre aux participants, un petit peu comme le tout petit exercice que je vous ai fait faire tout à l'heure, on va leur apprendre un truc très inhabituel, c'est apprendre à ne rien faire. Ne pas agir, ne pas réfléchir, ne pas ruminer, ne pas se distraire, ne pas dormir, juste être présent à ce qui se passe dans leur vie, être présent à ce qu'ils ressentent dans leur vie, dans leurs émotions, dans leurs pensées, etc. Et ça, ce qui est très étonnant, c'est que, évidemment, la plupart d'entre nous ne le faisons jamais. On ne fait jamais ça. Et ce que les patients découvrent, ce que les participants découvrent, c'est qu'ils peuvent traverser leur journée de manière très très différente s'ils ont cette notion de pleine conscience à l'esprit. Par exemple, l'exercice classique qu'on leur recommande, c'est de leur dire, quand vous êtes en train d'attendre chez votre dentiste ou à la caisse d'un supermarché, mais par exemple chez le dentiste, chez le médecin, dans une salle d'attente quelconque, chez le kiné, profitez-en pour faire de la pleine conscience. C'est-à-dire, ne prenez pas une revue dont vous vous foutez complètement, les vieilles revues qui traînent là, qui ont 3 ans, etc. N'envoyez pas des SMS, ne ruminez pas en surveillant l'heure, en vous demandant si vous passerez à l'heure, et toutes ces choses-là. Prenez juste le temps, la chance de vous dire, ok, tu as un peu de temps pour te sentir vivant. Dans quel état tu es? Qu'est-ce que tu es en train de ressentir? Comment tu respires? Comment est ton corps? Qu'est-ce que tu es en train d'entendre? Et simplement aménager comme ça dans la journée des espaces où on prend conscience qu'on est là, dans l'instant présent, où on se désengage de nos obsessions habituelles, de nos réflexes habituels, eh bien ça va être quelque chose de thérapeutique. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce programme donc très codifié, où on va apprendre aux patients à méditer en pleine conscience, il y a plusieurs ingrédients. Il y a vraiment les ingrédients sous forme d'exercice. On se centre sur le souffle, on se centre sur le corps, on se centre sur les pensées, sur les sons. On apprend à accueillir ce qui est douloureux en nous. Ça, c'est des exercices assez longs, qui peuvent durer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 3/4 d'heure. Bon. On le fait en séance, les patients doivent le refaire tous les jours chez eux, etc. Ça, c'est une première partie importante du programme, en tout cas un élément important. Mais il y a aussi, deuxième élément, tous ces petits moments dont on leur demande de les répandre dans leur journée. On leur demande, lorsqu'ils sont en train effectivement d'attendre en pleine conscience, au lieu d'attendre en lisant, en écoutant de la musique, en surveillant l'heure, en s'énervant, ou en pensant à leurs soucis. Lorsqu'ils font la vaisselle, lorsqu'ils marchent, lorsqu'ils lisent une histoire à leur enfant le soir, de vraiment être totalement présents à ce qu'ils sont en train de faire et pas de faire le truc en se dépêchant parce qu'ils pensent déjà au truc qu'ils ont à faire après. Ça, c'est le deuxième point qui est capital. Finalement, on leur ouvre les yeux sur le fait que nous traversons souvent nos journées en totale absence. Il y a la pleine conscience et puis il y a la pleine inconscience. On est sans arrêt tourné vers ce qu'on va faire après, ce qu'on va faire avant, mais pas du tout sur ce qu'on est en train de faire. Et puis le troisième élément très important, mais ça on ne leur dit pas au début, ou on ne leur dit pas comme ça, c'est qu'en réalité, on a l'ambition de les aider par l'apprentissage de ces techniques de pleine conscience à totalement changer leur façon de voir le monde et de voir la vie. C'est-à-dire de passer d'un mode de rapport à leur vie, qui est un mode exclusivement basé sur le contrôle, la poursuite d'objectifs, le jugement, la réflexion et la rumination parfois quand la réflexion dérape, à un mode où on ne va pas forcément renoncer à contrôler ou à réfléchir. C'est très bien le contrôle, c'est très bien la réflexion, c'est parfait. Le problème, c'est quand il n'y a que ça, quand je m'imagine que toute ma vie est gérable en contrôlant, en surveillant, en m'accrochant, en obtenant des résultats. Et ce qu'on leur apprend dans la pleine conscience, c'est pas à faire totalement autre chose, à abandonner leur ancien style de vie pour rentrer dans un autre style de vie
totalement opposé. Ça, c'est peut-être ce qu'il pourrait viser, effectivement, s'il voulait rentrer dans une période de vie monastique. Ça, c'est à la rigueur, et encore, même quand on est moine ou nonne, il y a quand même des moments où il faut avoir le contrôle et des moments où il faut réfléchir. Ce qu'on veut juste, c'est enrichir leur façon de traverser leur journée, enrichir leur manière de traverser leur vie, en aménageant beaucoup plus souvent que nous n'avons tendance spontanément à le faire, des instants de pure présence, où on se contente juste d'être présent et attentif et réceptif à ce qui est là. Et véritablement, quand on découvre la pleine conscience, j'ai l'impression que c'est le premier choc que nous envoyons à nos patients, où ils prennent conscience à quel point ils étaient devenus des zombies, des personnes qui étaient dans leur vie sans vraiment l'habiter, sans vraiment la savourer, sans vraiment, sinon la comprendre, du moins être totalement dans ce que l'existence leur permettait de traverser. Donc en fait, ces protocoles qui sont basés au départ sur une intention psychothérapique, et je vais vous dire laquelle, bien évidemment, on s'aperçoit qu'ils vont souvent troubler nos patients dans un sens favorable, leur ouvrir les yeux sur des grands déséquilibres de vie auxquels ils étaient totalement inconscients. Alors, quand on travaille en médecine, en psychologie, il y a ce qu'on appelle des indications. Vous savez, quand vous prescrivez un antibiotique, il faut des indications pour quel type d'infection cet antibiotique est adapté. Voilà, est-ce que c'est des angines, des infections urinaires, etc. Et donc on a essayé de réfléchir comme ça sur la pleine conscience en se disant, mais finalement c'est adapté pour quel type de problème, pour quel type de patient, pour quel type de difficulté. Ce qu'on a pu montrer aujourd'hui, c'est que ces protocoles sont, en ce qui concerne par exemple le champ des souffrances psychologiques, bien adaptés à la prévention des rechutes dépressives ou anxieuses, plus compliqués à proposer aux gens qui sont les deux pieds dans un épisode dépressif ou les deux pieds dans des attaques de panique ou des poussées de leurs troubles obsessionnels compulsifs, etc. Autrement dit, quand je souffre d'un problème psychologique aigu, je ne parle même pas du délire ou de choses comme ça, d'hallucinations, juste d'anxiété et de dépression, ce n'est pas forcément une bonne idée de vouloir faire de la méditation. Il y a peut-être des trucs plus urgents, plus importants, plus efficaces à faire avant. Par contre, lorsque je m'en suis sorti, si je n'ai pas envie d'y retomber régulièrement, là, c'est vraiment un truc très intéressant et on dispose aujourd'hui d'un nombre assez important d'études montrant que les personnes à qui on a appris ces techniques de méditation en pleine conscience, alors qu'elles représentent pour nous des personnes à risque, c'est-à-dire c'est des gens par exemple qui ont déjà fait 2 ou 3 épisodes dépressifs. Si vous avez fait 2 ou 3 épisodes dépressifs dans votre vie, vous avez un risque très important d'en refaire d'autres tout au long de votre existence. Sauf si vous prenez des médicaments toute votre vie, ce qui est une option, mais ce n'est pas forcément celle qu'on préfère, elle est parfois nécessaire, ou bien si vous vous engagez dans des démarches psychologiques qui vont modifier totalement votre manière d'être en contact avec les soucis de la vie quotidienne. La méditation en fait partie. Les psychothérapies se donnent aussi cet objectif. Ça, ce sont les indications en psychologie, en psychiatrie, en psychopathologie. Et donc on étudie tout un tas d'autres troubles, les problèmes de boulimie, les problèmes de schizophrénie. On est en train d'explorer actuellement tout un tas de difficultés pour voir ce que donne la méditation dans ces domaines. Mais on n'a pas de certitude. Les certitudes qu'on a, c'est vraiment prévention des problèmes d'anxiété, de dépression. Dans le champ de la médecine, c'est beaucoup plus vaste. On s'est aperçu que finalement, pratiquement toutes les pathologies chroniques, toutes les pathologies qui finalement confrontent les personnes à une souffrance ou une inquiétude prolongée. Par exemple, si on m'annonce que j'ai un cancer, si j'ai une insuffisance rénale, si j'ai des problèmes d'hypertension, du diabète, toutes ces pathologies, qui me mettent en danger d'une certaine façon, et 2, que je ne peux pas oublier, parce qu'il faut que je prenne des médicaments, parce qu'il faut que je fasse des examens, parce qu'il faut que je sois suivi. On s'est aperçu que le fait de présenter des pathologies comme ça avait un coût émotionnel très important, était insécurisant, était inquiétant, préoccupait de manière plus ou moins consciente les personnes qui en souffrent. Et on s'est aperçu aussi qu'on ne s'occupait pas très bien de ça dans le monde médical, qu'au fond, on vérifiait que le patient ne soit pas trop anxieux, pas trop déprimé,
au mieux on lui donnait des médicaments, ou on lui disait d'aller voir un psychologue ou un psychiatre, et puis on s'aperçoit que c'est une grosse erreur parce que, évidemment, cette dimension d'insécurité psychologique, de difficulté psychologique face à des fragilités chroniques, d'une part, ça altère la qualité de vie des personnes qui ont l'hypertension, qui ont un cancer, etc. Et puis d'autre part, ça influe peut-être négativement sur l'évolution de leur maladie. Et donc on a proposé, ça c'est l'intuition de génie de ce fondateur donc, qui s'appelle Jon Kabat-Zinn, qui a proposé au fond d'ouvrir ces groupes de méditation, non pas à des gens souffrant d'une pathologie particulière, cardiaque, néphro, etc., mais d'une pathologie chronique qui les stressait, qui les inquiétait, qui les confrontait à des états d'âme assez douloureux. Et là, on dispose de beaucoup d'études montrant que méditer régulièrement, lorsqu'on est confronté à des pathologies physiques, soit menaçantes, soit chroniques, entraînait tout un tas de bénéfices vraiment très intéressants, au moins dans un premier temps sur ce qu'on appelle la qualité de vie, le fait de pouvoir avoir l'esprit moins angoissé par sa maladie, et peut-être, en tout cas pour certaines, on a pu le montrer, mais pas pour toutes, sur l'évolution de la maladie elle-même. Alors ça, c'est évidemment très intéressant, parce qu'en médecine, on a beau avoir fait beaucoup de progrès, on est quand même très en attente de pouvoir aider encore mieux nos patients. Et puis là, on a l'impression qu'avec la pleine conscience, on aide les personnes qui ont des maladies somatiques chroniques à établir un rapport différent avec leur maladie, à en avoir moins peur, à trouver une voie médiane entre être obsédé par sa maladie et ne plus être qu'un malade, et non plus une personne qui souffre d'une maladie, et l'autre extrême qui est tenter de ne pas y penser, tenter de se dire, moins j'y pense, mieux je me porte. Donc, du coup, ces stratégies là, de fuite de la maladie poussent souvent les gens, au bout d'un moment, à moins faire leurs examens, à moins prendre leurs médicaments, à aller moins régulièrement voir les médecins, parce que chaque fois qu'ils prennent leurs médicaments, ça leur rappelle qu'ils sont malades, etc. Et donc, en leur proposant de travailler sur la pleine conscience, parce que dans la pleine conscience, il y a très fortement cette notion d'acceptation de ce qui est douloureux, difficile, compliqué dans nos vies, au lieu de tenter soit de le supprimer, soit de le fuir, eh bien on s'aperçoit que ça leur ouvre des frontières, ça leur ouvre des portes dans la possibilité d'établir un rapport, sinon pacifié, du moins un rapport, j'allais dire, plus solide, plus stable, plus complet avec leur pathologie, qui est bien préférable au fait de vouloir soit ne pas y penser, soit ne penser qu'à elle. Alors, ce dont je voulais vous parler aussi cet après-midi, parce que ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de fondamental, ce sont les travaux de recherche un peu plus, à un niveau plus fondamental justement que ceux dont je viens de vous parler. La grande révolution qui a eu lieu dans le monde de la méditation, c'est la révolution scientifique, puisque évidemment ça fait 2500 ans minimum que les humains méditent, notamment dans les traditions orientales, dans le bouddhisme. Donc dans ce domaine-là, évidemment, c'est certainement pas une nouveauté. Dans les années 60-70, la méditation a commencé à sortir du champ strictement religieux pour arriver un peu dans ce qu'on appelle le développement personnel, c'est-à-dire comme un outil finalement d'enrichissement de notre vie, pas comme un outil de soin, mais comme un outil pour enrichir notre vie. Et à l'époque, les plus anciens d'entre nous se souviennent par exemple de la mode très importante qu'il y a eu autour de la méditation transcendantale. Les Beatles étaient fans de méditation transcendantale, sont allés voir leur gourou en Inde, etc. Mais là, c'était une première percée laïque, j'allais dire, des approches méditatives, mais on n'avait pas eu beaucoup de validation scientifique. Ce qui est vraiment très nouveau depuis les années 80, c'est qu'on fait beaucoup d'études, de recherches scientifiques dans ce domaine de l'impact de la méditation sur notre bien-être et notre santé. Et ces études vont dans deux directions. D'une part, ce qu'on appelle dans notre jargon les études d'efficacité clinique, c'est tout ce dont je viens de vous parler. Est-ce que méditer fait du bien aux déprimés, aux anxieux, aux personnes qui ont un cancer, aux personnes qui ont de l'hypertension? Et si ça leur fait du bien,
qu'est-ce que ça leur fait comme bien? Est-ce qu'elles sont moins inquiètes? Est-ce que leur hypertension se régularise, etc. Ça, c'est les études d'efficacité clinique. Et puis après, il y a des études beaucoup plus ciblées sur qu'est-ce qui se passe au point de vue biologique, qu'est-ce qui se passe dans nos cellules, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau. Et là, c'est vraiment un domaine assez incroyable, puisqu'on a pu montrer, il y a un certain nombre d'études qui montrent par exemple que chez les personnes qui méditent très régulièrement, on va modifier la réponse immunitaire. Donc c'est des études de format assez simple, vous prenez 30, 40, 50 personnes, vous en prenez le double, vous prenez 100 personnes qui sont des étudiants d'université, des salariés d'une entreprise, vous tirez au sort pour faire 2 groupes de 50, et au premier groupe de 50, vous leur apprenez à méditer. Pendant 2-3 mois, vous leur inscrivez à un programme tel que ceux dont je vous ai parlé, et donc les gens méditent une demi-heure, 3/4 d'heure par jour pendant 2-3 mois. Et les autres attendent. On leur dit, on vous fera méditer dans 3 mois. Donc c'est ce qu'on appelle une liste d'attente, et puis on se débrouille pour que les gens soient à peu près comparables en termes d'âge, etc. Au bout de 3 mois, on injecte un vaccin antigrippal, donc on se débrouille pour faire l'apprentissage de la méditation au début de l'été, puis à l'automne on leur dit, voilà, ça fait partie de l'étude, on vous fait un vaccin contre la grippe. Et ce qu'on fait, on vaccine ceux qui ont médité et ceux qui n'ont pas médité, on regarde juste, en mesurant les taux d'anticorps dans le sang, on sait faire ça dans les laboratoires spécialisés, s'il y a une différence entre les 2 groupes. Et ce qu'on voit, c'est que le groupe des méditants produit beaucoup plus d'anticorps en réponse au vaccin, autrement dit, à une meilleure réponse immunitaire à la vaccination. On a pu montrer aussi des modifications chez les personnes porteuses du virus VIH, qui ont des problèmes avec ce virus, qui sont porteuses dans leur corps, que la méditation améliorait augmentait la présence d'un certain nombre de cellules indispensables, de certains types de lymphocytes, donc très importants pour leur équilibre immunitaire, puisque c'est souvent de là que leurs ennuis viennent. Donc ça, c'est déjà des données très intéressantes, parce que là, on n'est plus du tout dans le ressenti subjectif, on est vraiment dans des choses qu'on peut mesurer biologiquement. On a d'autres données sur la méditation qui concernent, alors ça, celle-là, c'est les plus fascinantes, moi je trouve, qui concernent le vieillissement cellulaire. Donc il y a une très grosse étude qui a été entreprise par un laboratoire, l'Université de Californie du Nord, qui a consisté à prendre des volontaires, un peu le même protocole que ceux dont je vous parlais à l'instant. Là, c'était une centaine de volontaires séparés en 2 groupes, dont un groupe acceptait de se retirer pendant 6 mois. Donc il fallait vraiment des gens très motivés, se retirer pendant 6 mois dans une sorte de refuge comme ça, dans les montagnes rocheuses, avec 6 heures de méditation par jour. C'est pas mal, comme un bon programme tout de même. Au bout de ces 6 mois, on mesurait quelque chose de très particulier, c'est l'activité d'une enzyme qui s'appelle la télomérase. Alors la télomérase, c'est une enzyme qui est présente dans notre corps qui protège ce qu'on appelle les télomères. Vous savez que dans nos cellules, on a des chromosomes. Ces chromosomes sont porteurs donc de notre capital génétique. Et au bout de ces chromosomes, c'est comme si vous imaginiez un stylo. Au bout de ces chromosomes, il y a des capuchons, à un bout et puis à l'autre. Et ça s'appelle les télomères, ces petits capuchons. Et ils protègent les chromosomes, puisque ces chromosomes vont se dupliquer au fur et à mesure que nos cellules se dupliquent. Et à chaque duplication, ils s'abîment un peu, ils se raccourcissent. Et donc, au bout d'un certain nombre de duplications des chromosomes, ils sont usés, comme des pneus qui ont beaucoup roulé sont usés, et on meurt. Voilà, l'usure des télomères, qui sont les capuchons des chromosomes, est conditionnée à notre longévité. On a montré ça fait plusieurs années maintenant, on a montré que chez les personnes qui avaient eu des vies très très difficiles, beaucoup de soucis, beaucoup de stress, chez un bon nombre d'entre elles, les télomères, les capuchons des chromosomes étaient anormalement usés. Le stress abîme cette partie de nos chromosomes, ces télomères. Et ce qu'a montré cette étude, c'est que dans ces conditions assez intensives de méditation, les volontaires qui avaient fait cette retraite pendant plusieurs mois, avec des heures de méditation assez importantes chaque jour,
avait vu augmenter nettement l'activité de ce qu'on appelle la télomérase, qui est la petite enzyme qui restaure les télomères, qui est au fond une substance que notre corps peut produire, qui protège l'usure des capuchons de nos chromosomes. Et ce qu'on a pu montrer, grâce à ce type d'études, mais ça faisait un moment que les chercheurs avaient repéré ça sur des plus petits nombres de personnes, c'est que la méditation a probablement un effet anti-vieillissement dont on ne sait pas très bien quel est le mécanisme exact. On ne sait pas très bien finalement comment ça se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe du côté des émotions positives? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne passe pas par les émotions positives? Puisque dans l'étude dont je vous parle, c'était le projet Shamatha, on s'apercevait aussi que les personnes qui avaient médité pendant tout ce temps de retraite, comparé par rapport au groupe contrôle, ressentaient aussi bien meilleur équilibre émotionnel, plus d'émotions positives, etc. En tout cas, ce qui excite beaucoup actuellement la communauté scientifique, c'est finalement l'utilisation médicale de la méditation. Alors, la méditation, c'est comme la prière, ça n'a pas été fait pour ça, forcément, pour améliorer notre santé, mais nous qui sommes soignants, nous qui sommes médecins, il suffit qu'on ait ce genre d'études sous les yeux pour qu'on se dise « mince, c'est quand même une chance extraordinaire qu'on peut proposer à nos patients comme outil d'équilibre de vie, comme outil de maintien en bonne santé », que d'ajouter aux choses qu'on sait déjà, manger des fruits et des légumes, marcher 30 minutes par jour, ayez une pratique méditative. Alors on ne sait pas si c'est spécifique à la pleine conscience ou si finalement, si on fait du qigong, du yoga, d'autres formes de méditation, on aurait le même résultat. On a un peu ce sentiment qu'en fait, ce n'est pas une technique méditative particulière, mais c'est le fait de pratiquer dans son existence régulièrement une activité pendant laquelle notre esprit est tourné simplement vers l'instant présent, vers ce qui nous arrive ici et maintenant. Nous arrivons à nous désengager de tout le tumulte qui existe autour de nous. Nous arrivons à ne pas réagir, à ne pas répondre aux urgences, aux sollicitations, etc. Et pratiquer très régulièrement ce type de parenthèse dans nos vies, voire mieux, comme je vous disais tout à l'heure, traverser nos journées autant que possible dans cet esprit de présence, de conscience et d'ouverture à l'instant présent, semble être très bénéfique pour notre santé. Alors, ça ne veut pas dire que si vous ne méditez pas, c'est très mal et c'est très dangereux et c'est la catastrophe, parce que c'est toujours compliqué quand on délivre des conseils de santé. On dit aux gens, bon, ben voilà, les émotions positives, ça augmente la durée de vie, les émotions négatives la raccourcissent. C'est pas très sympa de dire ça aux gens qui sont anxieux, qui sont râleurs, qui sont un peu déprimés, etc. Donc, mais d'un autre côté, c'est ce qu'on trouve dans les études. Alors, on est dans cette espèce de dilemme, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas? Moi, je crois qu'il faut en parler parce que, d'abord, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a des tas de façons si c'est quelque chose qui nous intéresse, en tout cas. Il y a des gens que ça n'intéresse pas plus que ça, finalement, de rester en bonne santé. Mais si ça vous intéresse de rester en bonne santé, vous savez qu'il y a tout un tas de choses qui vont aller dans le bon sens. Comme je disais tout à l'heure, des choses du côté de l'alimentation, de l'équilibre émotionnel, de l'activité physique, des pratiques méditatives, etc. Et puis d'autres qui vont dans le mauvais sens. Fumer, boire beaucoup d'alcool, manger des choses très grasses, etc. Et puis chacun de nous voit ce qui est important pour lui, ce qui compte pour lui. Ça, après, chacun s'organise autour de ça. Alors, je voudrais conclure parce que il y a tout un programme passionnant qui vous attend ensuite. Concernant cet exposé que je viens de vous faire sur la pleine conscience, peut-être pour qu'on prenne le temps de réfléchir un petit peu sur les enjeux autour de ces histoires. Je vous ai parlé beaucoup des enjeux en matière de santé parce que, une fois de plus, je suis médecin, je suis soignant et que toute notre communauté est extrêmement intéressée par les conséquences de la méditation en matière de santé. Mais je crois qu'il y a aussi très clairement des enjeux qui vont encore au-delà de ça, des enjeux sociétaux. Ce dont on s'aperçoit lorsqu'on fait des études sur les résultats des pratiques méditatives chez les individus, on a une
une étude en cours avec une de mes collègues qui s'appelle Régine Janin-Gros. Elle est peut-être là d'ailleurs, Régine, non, je ne sais pas qui est directeur de recherche au CNRS, qui a évalué bon nombre, qui a participé au groupe qu'on fait à Sainte-Anne et qui a évalué bon nombre de patients, qui a montré un certain nombre de résultats très intéressants, et notamment que chez les personnes qui participaient à nos groupes, il y avait un rapport différent qui s'installait avec elles-mêmes. Donc ça diminue les scores d'anxiété, de dépression, ça diminue les tendances à ruminer, mais ça diminue aussi les tendances à l'autocritique, les tendances à l'auto-agressivité. Ça augmente finalement les capacités d'autocompassion, de douceur avec soi-même, etc. On a d'autres études qui montrent, et ça n'est pas étonnant, que la pratique régulière de la pleine conscience diminue l'accrochage à l'ego, finalement, le fait d'être focalisé sur soi. Et ça peut paraître paradoxal, parce que pour beaucoup de personnes, au fond, méditer, quand on ne connaît pas bien ce que c'est, on a l'impression que c'est une façon de s'intéresser à soi, de se couper du monde, de se replier sur soi. En réalité, c'est exactement l'inverse. C'est pour éviter d'être coupé du monde en étant plongé dans ses ruminations, dans ses obsessions. Ça donne le résultat inverse, ça permet de rétablir avec le monde un rapport de bienveillance, de curiosité, d'ouverture, et un des effets latéraux, même si ça n'est pas directement recherché dans la pleine conscience, ça peut l'être dans d'autres traditions méditatives, un des effets latéraux, c'est que finalement, ça nous désemplit un petit peu de notre ego, ça nous désemplit un petit peu de nous-mêmes. Alors là aussi, on a des études de neuroimagerie. Je ne vous ai pas parlé des études de neuroimagerie. C'est très fascinant, mais pour faire simple, vous savez que enfin, vous ne savez pas, mais peut-être vous l'avez lu, nous savons aujourd'hui que la méditation modifie deux choses dans nos cerveaux. Elle modifie d'une part certaines zones anatomiques. Mais par exemple, dans la tradition zen, on a des études sur les pratiquants zen très expérimentés, et on montre qu'ils ont un épaississement très significatif par rapport aux non-méditants d'une certaine zone de leur cortex, notamment au niveau de ce qu'on appelle l'insula, c'est-à-dire c'est la partie du cortex qui traite les informations sensorielles, toutes les informations qui arrivent de notre corps. Et on sait pourquoi ils ont cette augmentation de l'épaississement. Ils développent une aptitude à mieux tolérer les expériences douloureuses, liées par exemple aux postures prolongées. Ils développent aussi une attitude à intégrer, à analyser dans leur cerveau toutes les émotions douloureuses ou tristes, d'abord à un niveau physique, avant de les mentaliser, bref. Donc on a ce type de modification, ça change notre cerveau, certaines zones de notre cerveau, ça c'est l'anatomie, mais ça change aussi le fonctionnement de notre cerveau, comment les informations circulent lorsqu'on est confronté par exemple à des émotions douloureuses ou des choses comme ça. Et ce qu'on a pu montrer dans d'autres études, c'est que par exemple chez les personnes déprimées, lorsqu'on leur fait lire par rapport à des gens non déprimés, des adjectifs négatifs. On vous fait lire des listes d'adjectifs, alors certains sont positifs, d'autres sont négatifs, par exemple courageux, généreux, drôle, serviable, des listes de mots positifs, versus des listes de mots négatifs, mesquin, râleur, casse-pied, égoïste, enfin bref, voilà. Bon. On vous fait lire ces listes de mots et on regarde ce qui se passe dans votre cerveau. Est-ce qu'il y a des zones de votre cerveau qui se mettent à consommer plus d'oxygène ou non en fonction des mots que vous êtes en train de lire? Ce qu'on voit, c'est que lorsque les gens ne sont pas déprimés, eh bien, ils lisent ces mots et bon, c'est les zones de la lecture qui s'activent, il n'y a pas de choses particulières à dire. Lorsque ce sont les gens, les patients déprimés qui lisent ces mots et lorsqu'ils lisent les mots négatifs, très bizarrement, il y a une zone de leur cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal dorsomédian, enfin bref, c'est un endroit du cerveau dont on sait qu'il se met à fonctionner, à consommer beaucoup d'oxygène lorsque la personne réfléchit sur elle, pense à elle, se focalise sur elle, autrement dit lorsqu'elle est dans l'ego, lorsqu'elle est dans la focalisation sur elle-même. Et ces pauvres sujets déprimés, ce qu'on voit, c'est qu'il suffit de leur faire lire des listes de mots négatifs, égoïste, je ne sais quoi, pour qu'ils soient en train de se les attribuer, de se culpabiliser, de se dévaloriser. Et ça, ces histoires d'imagerie sont très très intéressantes parce qu'elles confirment des données qu'on connaît. On sait que quand on est déprimé, tout est de notre faute, on est nul, on est misérable,
voilà, n'importe quel élément de l'environnement, on va avoir tendance à s'en attribuer la responsabilité. Aujourd'hui, on sait un petit peu à quel niveau du cérébral ça se passe, et on commence à repérer que chez les personnes qui sont engagées dans ces pratiques méditatives, ça tend à moduler, à freiner et à atténuer ce type de mécanisme. Donc tout ça, c'est très encourageant pour une raison, par exemple, qui est que ça valide l'importance de ces exercices. Un des grands problèmes qu'on a en médecine et en psychiatrie, c'est qu'on est confronté, alors c'est pas un problème d'ailleurs, c'est une richesse, mais on est confronté à des molécules très efficaces, des antidépresseurs, des antidélirants, des anxiolytiques, et là on sait qu'il y a un effet biologique qui est salvateur parfois, mais jusqu'à présent les psychothérapies, c'était compliqué de démontrer leur efficacité, de démontrer qu'elles modifiaient le fonctionnement cérébral. Et là, on est rentré dans une ère, c'est depuis 1992, la première étude où on a montré qu'une psychothérapie modifiait favorablement le fonctionnement du cerveau, c'est 1992, ça fait pas très longtemps, ça fait 20 ans à peine. On est rentré dans une ère où on peut prouver que faire certains efforts psychologiques a le même effet que prendre des médicaments. C'est juste plus long, plus exigeant. Prendre un médicament, c'est une demi-seconde. Faire de la pleine conscience, c'est 20-30 minutes par jour minimum. Mais c'est aussi plus bio et plus durable. Donc, c'est bien qu'on ait les deux. C'est pas remplacer l'un par l'autre, mais c'est pouvoir avoir les deux, pouvoir proposer les deux, etc. Un dernier point. Donc, oui, ce que je veux dire, c'est que ces pratiques de pleine conscience nous modifient tellement qu'il n'est pas impossible, au fond, que plus les gens seront engagés dans ce type de pratique, plus les groupes humains seront engagés, que ce soit dans des familles, dans des entreprises, dans voilà, tout ce que la société peut compter de groupes humains, plus la société sera intéressante et à vivre et apaisée et pacifiée. Donc je ne crois pas que ça soit juste un rêve un peu naïf, je pense quand même qu'il y a une sorte de vertu transformatrice de nos groupes humains qui va aller au-delà de ce que ça peut transformer en nous, qui est contenu dans ces capacités de pleine conscience. Et en attendant, nous, ce qui nous frappe beaucoup, c'est que déjà, le fait de pratiquer régulièrement la pleine conscience, il y a une forme d'effet anti-pollution. Une forme d'effet anti-pollution, par exemple, vous savez, nous savons tous que les aliments que nous mangeons, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons peuvent être pollués. Et donc, il faut faire attention quand même à ce qu'on avale, à ce à quoi on s'expose, en tout cas du mieux qu'on peut. Mais il y a aussi des pollutions psychologiques, sociologiques. Par exemple, une des grandes pollutions de notre environnement contemporain, ce sont les sursollicitations attentionnelles, la fréquence des interruptions, le fait qu'on a presque plus, sauf si on y prend garde, de temps, de calme, de lenteur et de continuité. Alors, il y a le calme, il y a toujours du bruit, de la musique, quand on est au restaurant ou même dans les salles d'attente de médecins, maintenant on met de la musique tout le temps. Parfois les gens se baladent dans le métro, vont faire leur footing avec de la musique dans les oreilles, donc à quel moment le calme peut-il régner dans leur cerveau ? Carence de lenteur, il faut tout faire de plus en plus vite, on est de plus en plus pressé. Carence de continuité, notre attention est de plus en plus souvent interrompue par des sonneries de téléphone, des mails, des SMS. On avait montré par exemple qu'actuellement en entreprise, si vous travaillez en entreprise, c'est devenu à peu près impossible de pouvoir passer plus d'une demi-heure ou d'une heure d'affilée sans être dérangé par un coup de téléphone, la nécessité d'une réunion, quelqu'un qui vous demande quelque chose, alors qu'on a besoin aussi de temps de continuité. Et ce que nous apporte la pratique de la pleine conscience, c'est justement ces occasions de réintégrer dans notre vie des parenthèses de calme, de lenteur et de continuité. Et lorsqu'on me demande pourquoi finalement la méditation a tant de vogue, pourquoi elle est tellement à la mode aujourd'hui, eh bien, je crois que c'est parce qu'elle répond à une carence. Vous savez, on pourrait poser la question aussi pour le sport. Comment ça se fait que notre société fasse autant de sport aujourd'hui ? Que le sport soit devenu quelque chose de recommandé par les médecins, que l'activité physique, tout le monde court après ça. C'est tout simplement parce que nous avons une carence d'activité physique. Nos sociétés sont devenues sédentaires. Il y a
un siècle ou deux, ou plus loin encore, on n'avait pas besoin de faire du sport, puisque dès qu'on avait soif, il fallait aller chercher de l'eau au puits ou à la rivière. Dès qu'on avait froid, il fallait tailler des bûches, faire un feu. Dès qu'on avait faim, il fallait aller chercher de la nourriture. Aujourd'hui, tous ces besoins sont comblés pratiquement sans bouger. On peut rester assis dans son fauteuil, on a des télécommandes pour tout, etc. Et donc, nous sommes en carence de mouvement, d'activité physique, et on invente le sport. Et la méditation, c'est un peu la même chose. La vogue actuelle de la méditation, elle est liée, à mon avis, au fait que nous sommes dans des sociétés où nous n'avons plus assez de temps de calme, de lenteur et de continuité dont notre cerveau a besoin. Nous avons besoin de ces moments où on n'est pas dérangé, on n'est pas agressé, on n'est pas interrompu pour développer des sensations, des réflexions ou simplement récupérer. Et lorsqu'on s'offre des exercices de pleine conscience, lorsqu'on invite la pleine conscience dans nos journées, eh bien on se restaure, on se répare et on compense ces carences. Alors, je vais conclure sur quelques citations littéraires parce que finalement, je parlais tout à l'heure de la dette que nous avons vis-à-vis du bouddhisme et de tout son apport en matière de pleine conscience, dont on est en train vraiment de profiter très largement actuellement dans tous ces travaux de médecine et de psychologie, mais bien évidemment que cette intuition de la qualité, de la valeur, de l'importance de la pleine conscience existait aussi en Occident. Si ces choses-là vous intéressent, vous avez plusieurs auteurs qui ont écrit des choses très passionnantes sur ça, dont l'écrivain autrichien Hofmannsthal, qui a écrit une nouvelle magnifique qui s'appelle « La lettre de Lord Chandos ». C'est un noble anglais qui a réellement existé. Hofmannsthal a imaginé une lettre que Chandos écrit à un de ses amis pour lui décrire des grands changements psychologiques qui sont en train de se produire dans sa vie. Alors je vais vous lire un passage et vous allez voir à quel point c'est proche de ce qu'on aborde dans la pleine conscience. « Depuis lors, je mène une existence que vous aurez du mal à concevoir, je le crains, tant elle se déroule hors de l'esprit, sans une pensée. Une existence qui diffère à peine de celle de mon voisin, de mes proches et de la plupart des gentilshommes campagnards de ce royaume, et qui n'est pas sans des instants de joie et d'enthousiasme. Il ne m'est pas aisé d'esquisser pour vous de quoi sont faits ces moments heureux. Les mots, une fois de plus, m'abandonnent. Car c'est quelque chose qui ne possède aucun nom, et d'ailleurs ne peut guère en recevoir, cela qui s'annonce à moi dans ces instants, emplissant comme un vase n'importe quelle apparence de mon entourage quotidien d'un flot débordant de vie exaltée. Je ne peux pas attendre que vous me compreniez sans un exemple, et il me faut implorer votre indulgence pour la puérilité de ces évocations. Un arrosoir, une herse à l'abandon dans un champ, un chien au soleil, un cimetière, un infirme, une petite maison de paysan, tout cela peut devenir le réceptacle de mes révélations. Chacun de ces objets, et mille autres semblables, dont un œil ordinaire se détourne avec une indifférence évidente, peut prendre pour moi soudain, en un moment qu'il n'est nullement en mon pouvoir de provoquer, un caractère sublime et si émouvant que tous les mots pour le traduire me paraissent trop pauvres. Cette nouvelle, elle est très touchante parce qu'elle décrit, sans jamais parler évidemment de pleine conscience ou quoi que ce soit, le basculement du héros, enfin de la personne qui écrit cette lettre, vers l'univers de la pleine conscience, qui est un univers non verbal, qui est un univers d'ouverture, de disponibilité absolue à tout ce qui est là, sous notre main, j'allais dire, sous nos yeux, tout ce qui est disponible pour nous, et qu'il est effectivement très délicat de décrire avec des mots. Voilà, je vais arrêter. Vous avez compris que c'est un sujet sur lequel on aurait pu bavarder des heures et des heures. Je pense qu'on ne va malheureusement pas pouvoir prendre de questions parce que le déroulement de l'après-midi fait qu'il y a encore beaucoup de choses passionnantes qui nous attendent. Je voudrais juste préciser pour celles et ceux d'entre vous que ça intéresse qu'il existe une association de psychologues, de médecins, de psychothérapeutes qui travaillent avec ces bases de la pleine conscience, donc de manière laïcisée,
et que vous pouvez trouver toutes les informations sur cette association sur Internet. Ça s'appelle Association pour le développement de la mindfulness, qui est le nom anglais de la pleine conscience. Et si vous tapez ces noms-là, vous trouverez tout ça sur Internet avec des tas d'informations intéressantes. Merci beaucoup, beaucoup pour votre attention et bonne continuation.